à ma deuxième épisode de Origine boréale. Je suis ici devant l'église Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth, c'est un petit amour pour moi. J'ai un compte sur son crucifix qui penche, vous voyez, qui penche un peu en haut là. Donc, je voulais juste faire un petit coucou ici. Vous allez vous apercevoir aussi devant l'église. On va aller faire ça vite fait. Et voilà, là, il y a une niche. Il y a seulement 2 églises dans le Pontiac. Il y a une niche devant, en bas du clocher ou dans le clocher. Et cette niche-là, c'est une tradition qui vient de l'Europe, mais qu'on voit beaucoup à travers le bas du fleuve, dans toutes les petites paroisses, là, des églises. Mais ici, dans le Pontiac, il y a seulement 2 églises qui ont une niche. Et aussi l'église Sainte-Anne. Donc, les 2 plus vieilles paroisses, dans le fond, c'est Sainte-Anne et Sainte-Élisabeth à Vinton. Donc, vous avez la chance de passer ce 148, regardez le clocher, puis regardez un peu en haut. La croix est croche à penche. Et puis, ils ont rénové le clocher il n'y a pas longtemps et le crucifix accroche. Et puis, ils l'ont redressé et ils l'ont accroché encore. Puis, si vous apercevez, beaucoup de vent ici parce qu'on est sur un cap. Et puis, c'est très dramatique aujourd'hui. Là, on est à la veille d'avoir de la neige, une bourrasque de neige. J'adore ça. Donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit chez moi, sûrement dans l'atelier. Donc, c'est fun. Donc, on se voit dans quelques minutes. Et voilà, nous sommes dans mon atelier. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite visite à l'église Sainte-Élisabeth de Vinton. Donc, le premier épisode, je vous ai parlé le début de la colonisation. Je vais continuer. Je n'irai pas trop dans toute l'histoire apostolique du Pontiac et tout ça, mais c'est pour vous donner une idée au niveau de la colonisation, parce que j'ai fait une recherche, ça vient tomber. J'étais à Gatineau la semaine passée et on a passé du temps, on entendait mon fils qui faisait un genre de truc en ville, puis mon plus jeune. Et puis, on a décidé d'aller passer du temps à la médiathèque municipale de la ville de Gatineau, à la Maison des citoyens. Et puis, je suis tombé toute la section de consultation, archives et tout ça, avec des anciens livres. Et puis, j'ai trouvé le livre de la colonisation de la région, de l'Ottawa, de la rivière Ottawa, de l'Outaouais. J'ai tombé sur des belles petites trouvailles. Et puis, c'est ça que je vais vous parler ce soir. Oui, tantôt, c'était à la fin de la journée. Là, on est rendu en soirée. On est dans mon atelier. Donc, où commencer avec tout ça? C'est tout un casse-tête parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit même que sur des réseaux sociaux ou même sur Internet, sur Wikipédia, il y a des erreurs quand on parle de paroisse et tout ça. Donc, j'avais parlé que Île du Grand Calumet et Vinton, c'était l'une des plus vieilles paroisses du Pontiac. Il y a Portage du Fort également. Portage du Fort, c'est un peu compliqué, c'est difficile à comprendre. Oui, non. Donc, je vais aller faire une meilleure recherche dans tout ça. Mais dans le Pontiac, c'est vraiment, qui a joué vraiment un grand rôle, c'est la paroisse de Sainte-Anne. Sainte-Anne était la première paroisse, la première mission. Donc, c'est pas mal intéressant. Si on regarde les chiffres que j'ai, c'est en 1943. Quand j'ai parlé du début de la colonisation du Pontiac, on parle du début de la colonisation en 1940. Ah, 1840, désolé. Et puis, c'est en 1843 qu'on parle d'une première chapelle à l'île du Grand Calumet. Elle a passé au feu. C'est en 1856 qu'elle a été reconstruite. C'est Monseigneur Lorrain qui l'a béni. Monseigneur, c'est ça? Monseigneur Gig. Monseigneur Gig. Et puis en 1840, lorsque tout commençait pour Sainte-Anne. La mission de Sainte-Élisabeth, ça commence par une mission. Eux aussi, ils ont construit une chapelle. La chapelle a passé au feu. Je sais pas, il y avait une mode de passer au feu à cette époque-là. Et puis a été reconstruite. Puis après ça, ils ont décidé de construire une église. Donc, c'est important de le mentionner parce que souvent, on n'a pas l'idée de toutes ces choses-là. Puis Sainte-Élisabeth, comme j'ai dit dans mon introduction, mon petit bijou. Parce que
J'ai un petit cœur pour cette église-là. Je ne suis pas pratiquant, mais il y a une histoire attachée à ça. C'est que mon arrière-grand-père, Félix Baudouin, avec Angèle Cartier, sa première épouse, après ça, Marie Cartier, sa deuxième, aussi ses parents. Donc, Norbert et Marguerite Asselin sont enregistrés dans la paroisse de Vinton, qui était responsable de la mission de Leslie. Leslie, il y a eu une chapelle, a été construite, a été démolie, a été envoyée au village. Le terrain avait été donné par M. Tessier. Donc, il y a toute cette histoire-là. Je n'irai pas tout en détail, mais je trouve ça fascinant. Puis, j'ai vu les photos de la chapelle ou de l'église, là, la première chapelle qui a été construite à Alter Lake, dans Leslie Huddersfield, parce que c'était vraiment sur le bord d'Huddersfield également. On parle, par exemple, j'ai trouvé des chiffres très fascinants pour Leslie. Dans les registres, on dit qu'il y avait 70 familles canadiennes-françaises. Cette mission avait 70 familles canadiennes-françaises, 20 familles polonaises et 7 familles suisses. Je me demande c'est qui les familles suisses, c'est intriguant ça. Donc, on ne parle pas beaucoup d'Irlandais ici. On parle vraiment là, de Canadiens français, de Polonais et familles suisses. Ils disent qu'ils vivaient paisiblement ensemble, il n'y avait pas de conflit qu'on pouvait avoir ailleurs. Dans la paroisse de Sainte-Élisabeth, c'était majoritairement irlandais. Et je pense qu'il y avait 9 familles canadiennes françaises présentes dans cette paroisse-là. Fait que même si la mission et la paroisse de Sainte-Élisabeth, la paroisse de Sainte-Élisabeth était majoritairement irlandaise, sa mission était majoritairement canadienne-française. Donc, ça donne une idée du dynamisme et tout ça. Je trouve ça fascinant. Ouais, puis à Fort-Coulonge, plus tard, c'est la passe qui s'occupait de la mission de Fort-Coulonge. Après ça, on a construit une chapelle. C'est Poupart et Bélanger, je crois, qui ont construit la première chapelle. Après ça, il y a eu une autre chapelle. Après ça, il y a eu la construction de l'église. Quand que j'ai fait une chanson sur Monseigneur Reboul. Monseigneur Reboul, c'est à l'époque, au début de la colonisation, puis on avait des chantiers sur la rivière Noire, tout ça. Il était le missionnaire qui s'occupait des sentiers, des chantiers. Comme je parlais, Monseigneur Gig, lui, au début, c'était vraiment ça. C'était la mission auprès des Algonquins, le territoire du Nord, incluant le Témiscamingue, et la mission dans les chantiers. Monseigneur Gig est décédé en 1874. Fait qu'il a vécu le début de la grosse vague de nouveaux arrivants, du flux de la migration, de l'immigration aussi des Irlandais. Euh, il y avait déjà vraiment une présence, comme j'ai dit dans l'autre, dans la première épisode, je parle que il y avait déjà de la colonisation qui se faisait là, tout le long des deux côtés de la rive, de Montréal jusqu'à Ottawa. Donc, il y avait déjà des colons. Ici, c'est un tout nouveau territoire, surtout le Pontiac. Puis, c'est vraiment, là, quand on voit, c'est avec Monseigneur Lorrain. Je me suis trompé, je disais tout le temps Monseigneur Hamelin, ou comme ça, à le premier épisode, je me suis trompé. C'est avec vraiment lui qu'on commence à voir l'apparition de paroisses, d'organisations apostoliques et tout ça. Faut pas oublier non plus, avant que ce soit le diocèse de Pembroke, l'apostolique Pembroke, ça s'appelait Pontiac. On parlait de s'installer peut-être à Chapeau, le diocèse, mais là, on a transféré ça à Pembroke parce que Pembroke, la paroisse qu'il y avait là, était responsable de la mission aux l'île aux Allumettes et Shinborough. Donc, ça te donne une idée pourquoi il y a eu quand même une influence là. On parle aussi, il y a eu la grosse incendie des îles aux Allumettes. La majorité de l'île a passé au feu, la première chapelle et tout ça, les fermes, les nouveaux arrivants, tout ça, ça a été vraiment un moment difficile. On parle aussi que Monseigneur Gig a fait plusieurs petits voyages dans notre région. Il a même rencontré des gens à l'île aux Allumettes. Donc, c'est pas mal spécial de voir toutes ces choses-là. Puis, il faut penser, là, à cette époque-là, il n'y avait pas de route. C'était des petits sentiers là, qui s'allaient ici et là entre les fermes.
des routes comme telles. On parle, les premières routes, c'est à Portage-du-Fort, euh, dans le Pontiac. On parle aussi d'une mission de Bristol, mais c'est Portage-du-Fort qui s'occupait de la mission à Bristol. On a parlé de mission à Thorn, dans Lily Smith. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas assez de Canadiens-Français, famille. Et le reste, c'était quelques petites familles. Moi, je dis petites, là, je parle en nombre. De familles irlandaises catholiques à Thorn, mais il y a eu vraiment un flux d'arrivées de nouveaux arrivants protestants dans ce secteur-là. Donc, il n'y avait pas assez pour pouvoir ouvrir une mission, peut-être avoir à un moment donné une paroisse. Donc, c'était vraiment Leslie qui a pris la charge de tout ce secteur-là, jusqu'à Casbajois. Donc, c'est important de le mentionner. Puis c'est ça, je trouve ça drôle parce que le curé de Vinton, Ferrari, c'est lui qui s'occupait de la paroisse de Vinton et il se rendait à Leslie, à l'église, le troisième dimanche de chaque mois pour donner la messe. Donc, il n'y avait pas de messe à toutes les fins de semaine, il n'y avait pas de service. Souvent, s'il y avait quelque chose, le curé se déplaçait, mais très rarement. Fait que le troisième dimanche ou samedi, la fin de semaine, il se rendait dans le canton de Leslie pour donner ses services. Donc, moi, je trouve ça, il y a tellement de choses. J'essaie de le trouver, cette information-là. Quand que la paroisse de Sainte-Élisabeth a été créée, Monseigneur Gig avait envoyé le premier curé, premier père pour s'occuper. Puis, il faut que je le trouve. C'est dans un des autres documents. Puis, je voulais vous en donner plus de dates et de détails. Puis, je ne peux pas le trouver ce soir. C'est bien bizarre. Donc, sauf que je sais, je l'ai lu. Les paroissiens n'ont pas voulu le curé. Et puis, il y a eu une grosse chicane là-dedans. Et puis, quand c'est venu le temps de changer, l'évêque a boudé un peu les paroissiens pour comme punir un peu. Et finalement, ils ont fait venir un nouveau curé. Puis je pense que c'est Ferreri, qui c'est lui qui a rentré. Très populaire comme curé. Si on voit tous les écrits, il se promenait pas mal dans la région. Je connais pas plus, j'aimerais ça aller voir, je vais peut-être aller fouiller un peu sur ce personnage-là, savoir c'est quoi son parcours apostolique. Avec un nom comme ça, il est sûrement italien. Euh, oui, c'est ça. En 1800, si on parle de Pontiac, on a vraiment une présence de missionnaires. Les premières missions en 1836. En 1836, on parle de l'île aux Allumettes. On parle de quelques colons, comme j'ai dit, 1840. Tu sais, en 1836, c'est pas mal squatteur un peu, ou pas mal. Mais on parle qu'il y avait quelques colons. On parle pas de beaucoup ici. Je pense qu'on parle de cette famille, même pas. Euh, donc, ici, on parle du missionnaire Bellefeuille, Poiré et Moreau, aux îles aux Allumettes en 1836. Ils faisaient des missions là, parce qu'il y avait aussi les phares, il y avait c'est compliqué, ils parlent du phare des Petits Allumettes, un poste de traite, mais quelque part d'autre, on parlait que c'était le phare de Fort William qui s'appelait En tout cas, je vais aller voir s'il y a vraiment eu deux postes, mais je pense pas qu'il y ait eu deux postes dans ce secteur-là. C'était vraiment le phare William. Sûrement qu'on l'appelait le phare des petits allumettes. Donc, je vais aller vérifier, mais je suis pas mal certain que c'est ça, c'est les termes que d'un missionnaire, d'un curé, d'un prêtre, chose comme ça qui passait. Des fois, il changeait les noms, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Au lieu des allumettes, faut attendre en 1859 pour la chapelle. Et en 1853, il y a eu l'incendie de cette chapelle-là. Il y avait 60 familles en 1859. Donc, en 1836, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait des colons. Je crois qu'il y avait
c'était des colons, peut-être des colons de saison. Tu sais, ils allaient au chantier, ils revenaient, ils s'installaient là. On n'a pas plus de détails, mais on parle pas de... Parce qu'à un moment donné, le Monseigneur Guig, il dit, oh, modérez vos moteurs, on est juste de passage à l'île des Allumettes, il n'y a pas assez de monde. C'était comme la colonisation n'avait pas encore été établie. En autre mot, c'est ce que ça veut dire. Fait que le Monseigneur Guig, il dit, on va prendre notre temps. Puis dans les écrits, c'est écrit qu'ils ont bien fait d'avoir attendu. Et puis c'est ça, ils ont attendu jusqu'en 1853, 1853 pour la chapelle, puis la deuxième chapelle en 1859. Désolé, je me suis trompé. Puis en 1859, il y avait 60 familles. Il y a eu une tentative à Shinborough. La colonisation s'est faite très lente à Shinborough, selon les informations que j'ai ici. Et puis, on voulait vraiment bâtir une chapelle, mais on ne l'a pas fait. Il y a la question des chemins de croix dans le Pontiac. Puis je pensais que les chemins de croix, on voit ça dans le bas du fleuve, mais ici, il semblerait qu'il n'ait eu, puis c'est là où les colons, où il y avait les missions, les gens se rencontraient au chemin de croix. Ils mettaient une croix, puis les paroissiens, les gens se rencontraient à la croix pour recevoir la bénédiction, un service des missionnaires ou des curés de passage, des missionnaires, des oblats. En tout cas, il y a plein de monde qui passait là. Parce qu'il y avait plein de missions, plein d'autres tâches à faire. C'était un peu mélangeant qui faisait quoi. Parce qu'à un moment donné, ils étaient tous là. Il y avait du monde partout. Fait que, ouais, le gros flux, là, on parle de 1850, comme j'ai dit au premier épisode. C'est là ce qu'on commence à voir l'arrivée des colons dans le Pontiac. Moi, je me suis fait toujours dire, il n'y avait pas beaucoup de colons canadiens français. Il y en avait. Tu sais, on parle de Leslie, c'était majoritairement canadien-français. C'était des francophones qui sont habités là. Leslie, donc on parle de Otter Lake. On parle de l'île aux Allumettes, la même chose. C'était des familles majoritairement canadiennes-françaises. Fort-Coulonge, une famille majoritairement canadienne-française. Il parle de la mission sur le chemin du Bas-Franc. Il y a eu même, en tout cas, c'est une belle petite histoire. Les familles qui avaient ce chemin du Bas-Franc dans les registres sont 100% francophones, canadiens-français. Les familles canadiennes-françaises dans Bois-Franc. Au lieu des Allumettes, on n'a plus beaucoup de familles canadiennes-françaises. Ailleurs, ça commence à dégringoler. Euh, mais c'est un mythe qu'on s'est fait dire. Moi, je m'en souviens. On disait, il n'y avait pas beaucoup de Canadiens français qui s'installaient dans le Pontiac, blablabla, blablabla. Oui, il y a des sections où le développement de la colonisation avait eu un genre de séparation sur les religions, surtout. Euh, Puis, il faut attendre à cette époque-là. Où ça commence à brasser, là, c'est quand on crée le diocèse de Pembroke. Au début, c'était pas un problème parce que c'était Monseigneur Lorrain qui s'occupait du diocèse. Puis après ça, c'est où ce que la chicane a pogné dans la cabane. C'est avec Monseigneur Smith. Donc, si vous avez la chance de lire Les Sacrifiés de la Bonne Entente, c'est tout là. C'est encore plus détaillé que ça ici là, que je vous donne. C'est un livre que je fais partie, j'ai initié avec plusieurs personnes. C'était important de parler, c'est qu'est-ce qui s'est passé en tant qu'histoire des francophones du Pontiac. C'est une histoire que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, qui vont nier même, ou qui vont essayer de mettre ça sous le tapis. On ne peut pas mettre cette histoire-là sous le tapis, mes amis. Il y a eu, parce que vous avez vu, hein, les noms, si vous regardez la majorité le clergé qui venait dans ce coin-ci, c'était majoritairement des Canadiens français. Il y avait quelques Irlandais qui se sont installés dans le Pontiac et dans la région, Machenedar. Mais ça a été majoritairement du clergé canadien, français. Puis là, il y a eu la chicane à l'intérieur de l'Église où il y avait une guerre ou des conflits d'influence entre le clergé irlandais et le clergé canadien-français. Et ça a créé qu'est-ce qu'on a pu découvrir avec les sacrifiés de la bonne entente. Et puis, un parti que j'ai vu dans les textes
que dès le début, dans le Pontiac, on parle d'orangistes. Je suis comme, wow! Ça fait que, il y avait vraiment une pression, surtout de l'Est de l'Ontario, qui influençait un peu le Pontiac à ce niveau-là, au niveau des protestants. On avait amené le conflit d'Irlande, même que on avait peur du conflit, il y a eu un genre de possibilité d'une rébellion à l'eau Québec. Si vous avez la chance d'aller lire, c'est sur Internet, ça c'est super. Il y a plein d'informations aussi au niveau de les Archives nationales du Québec là-dessus. Il y a plein de beaux documents. Je suis allé fouiller. Ils ont même envoyé une milice, une armée pour contrer ceux qui voulaient pas, les Irlandais qui voulaient pas payer leurs taxes. En tout cas, il y avait une chicane, là. Fait qu'on croyait des troubles dans le canton de l'eau. Donc, c'est un peu ça que je vais vous parler ce soir. Pas plus que ça. Donner un peu de goût. Ça se peut que je me trompe. Je suis pas 100%. Je suis pas, moi, je suis là parce que je suis fasciné. Je vais partager tout ça. Sûrement, je vais me tromper. Euh, Puis c'est ça. C'est important d'aller lire, puis d'aller voir, d'aller fouiller. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est de vous piquer votre curiosité, puis que vous allez vous-même fouiller comme moi. Donc, je vous donne de l'information, puis si vous allez plus loin, allez-y. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte aux Archives nationales du Québec. Vous pouvez même juste faire une recherche sur Internet, Google, faire une recherche sur Google ou sur n'importe quel engin de recherche. Vous allez trouver des documents accessibles au public sans être obligé d'être membre d'une association, de société d'histoire, des choses comme ça, là. Tout est maintenant accessible. Donc, ouais, ça a été des recherches fascinantes. Ça va continuer. Donc, c'est ça. Je prends le plaisir là-dedans. La chanson que j'ai créée pour Monseigneur Reboul, Monseigneur Reboul, je vais revenir à lui avant de terminer. Monseigneur Reboul, c'était au début. Sa mission, c'était dans les chantiers. Et puis auprès des Algonquins, qui était l'objectif de Monseigneur Gig. Il a fait, dans ma chanson, je parle de la rivière Noire, de la rivière Coulanges, de la rivière Noire, puis du Moine, parce que dans les récits que j'ai lus, il parlait que Monseigneur Gig, pas Monseigneur Gig, le père Reboul se rendait dans ces chantiers de bûcherons. On parle même de la rivière Choyen, on parle de tout ce territoire immense. On parle des compagnies, Booth, blablabla. Il y a plein, 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 plein. Je suis pas là- Il y a tellement d'informations, je ne peux pas tout vous dire une vingtaine de minutes, là, impossible. Mais vous pouvez aller fouiller. Donc, lui, il ne s'est pas seulement rendu dans le Pontiac, il s'est rendu à Témiscamingue. Le curé Reboul, il était connu à Témiscamingue. Il était connu aussi dans l'Est Ontario. Il a fait la Mattawa, en tout cas, il s'est promené partout. Il est décédé lors de sa dernière mission à Mattawa. Donc, c'était vraiment un missionnaire de terrain. Puis lui, c'était de se rendre, parce qu'il y avait une présence irlandaise, protestante aussi dans les chantiers. L'Église protestante se rendait également dans les chantiers. Fait que la tentation, quand dans ma chanson, je parle de tentation, c'est cette tentation-là, c'est d'être tenté de quitter ta religion pour un autre. Tu sais. Aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, l'importance, c'est que tu crois dans quelque chose, peu importe quoi tu crois. Dans ce temps que c'est dans la bienveillance et dans la bonté des gens. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est un peu ça, l'histoire. Il y a un petit côté qu'on connaît peu. Puis on parle pas du curé Reboul dans le Pontiac. Mais pourtant, il était présent. Les missionnaires, j'ai mentionné tantôt, le père Bellefeuille, Poiré et Moreau, ils parlent de leur excursion dans le territoire protestant, puis ils devaient arrêter souvent en route dans des familles et des maisons protestantes. Puis il y a une partie qui disait que au début de la colonisation, pas eux, là, mais d'autres oblats, se promenaient et souvent les protestants leur demandaient des copies de Bible parce que il n'y avait pas accès à des Bibles. Donc, wow, c'est quelque chose, hein? Il y avait des conflits, mais il y avait aussi des choses en commun. En tout cas, la foi, je sais pas. Donc, c'est ça. Je vous laisse là-dessus ce soir. J'espère que vous avez bien aimé ça. Et puis, si vous avez la chance d'aller écouter la chanson que j'ai écrite sur l'église Sainte-Élisabeth, c'est la croix
la croix qui est penchée. Je vais vous partager quelques petites photos à la fin. Et puis, donc, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et soyez à l'affût pour la prochaine épisode, la 3e épisode de mon balado Origine boréale. Salut mes amis, à la prochaine. Oh, Sainte Élisabeth fait partie de notre histoire. Sous la croix penchée, les vies sont liées, des premiers paroissiens jusqu'à nos jours. Leur courage et leur fierté brillent toujours. Au cœur des cantons, dans les rangs serrés, Sainte Élisabeth s'élevait pierre après pierre, des mains de pionniers, d'hommes, de femmes et d'enfants.